vais vous parler des odeurs et puis je vais faire un peu l'embêtante parce que on a des termes qu'on utilise de façon vulgarisée, on dit courante. On parle de goût, on parle d'odeur et puis finalement, tout le monde n'a pas la même chose en tête quand on parle de goût et d'odeur. Donc on ne sait pas trop de quoi on parle en sens commun dans la vie de tous les jours quand on parle d'odeur et quand on parle de goût. Donc j'ai fait exprès, c'était un petit peu un petit peu osé de ma part de dire les odeurs, on les a en tête, donc je vous demande de retenir ça. Puis tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi réellement, quand on parle d'odeur, on parle de ce qu'on a en tête, effectivement. Sinon, on utilise un autre terme. En tout cas, en sciences du goût ou chimiosensorialité, si vous voulez, on verra ça. Alors, un petit hommage, je vais être un peu émotive. C'est un homme qui vient de nous quitter, qui a été pour moi très très important. Et je ne pouvais pas commencer cette conférence sans lui faire hommage, parce que je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Voilà, merci. Donc, il a été... porteur de beaucoup de recherches en neurosciences, surtout sur la chimiosensorialité. C'était un passionné d'odeur, c'était un copain de pas mal de parfumeurs, notamment Edmond Rudnicka, dont la citation célèbre nous raconte tout simplement que la taille de l'organe n'en fait pas la fonction. Donc on va vers ça tout à l'heure. Et il a pas mal rédigé. Souvent les vieux chercheurs, ils ont un peu plus de temps pour ça, donc ils écrivent des bouquins, ils ont un peu plus de calme aussi pour ça. Et son tout dernier, j'avoue, je ne l'ai pas encore découvert, donc je vais aller l'acheter, je viens juste de découvrir ça. Le sixième sens, je ne connais pas, mais je vous conseille déjà l'éloge de l'odorat, si c'est quelque chose qui vous passionne. Ça se lit comme des romans, ces ouvrages. C'était un graphiste, il était passionné de graphisme. Donc souvent, il apporte des illustrations bien à lui, en plus, et qui sont vraiment porteuses de sens et très justes, très précises. Alors, c'est quoi une odeur ? Je vous ai dit, j'ai fait exprès d'intituler cette conférence une odeur où les odeurs, on les a en tête. C'est dans la tête, c'est pas ailleurs, les odeurs. Pourquoi ? Souvent, on a du mal à distinguer ce qui relève de l'objet, ce qui relève de ce qu'on a en mémoire. Et les scientifiques, pour cela, pour bien distinguer ces aspects extrêmement différents, ont recours à des termes différents. Donc il y a de grands débats en linguistique. Si vous êtes passionné d'olfaction, d'odorat, je vous conseille de bien distinguer ces deux termes, odorant et odeur. Sinon, jamais vous serez diplômé d'un master. Encore moins d'une thèse, parce que vraiment pour les linguistes, c'est important. Ce n'est pas la même chose, les odorants et les odeurs. Donc les odorants, on parle aussi de fragrance, de parfum. On a parlé de parfum là tout de suite. On va parler d'arômes parfois. Eh bien, les odorants, c'est quoi ? Ce sont des molécules. Elles sont volatiles, elles arrivent jusqu'au nez et puis elles peuvent être détectées par un système sensoriel. Ce sont des stimulations, les odorants. On parle d'odorants et je vais vous embêter, et puis je ne vous embêterai pas très longtemps, mais j'essaierai de préciser. On distingue l'objet qui comporte une caractéristique olfactive, odorante, des odeurs. Et du coup, les odeurs, c'est pas ça. C'est pas la molécule. Là, vous avez, je sais pas, les chimistes, vous reconnaissez l'alpha-ionone. Allez, je donne la réponse. Typique de la violette. C'est pas ce qu'on appelle les odeurs quand on fait des recherches sur l'odorat. Les odeurs, c'est plutôt ce qu'on se représente en tête en termes de caractéristiques odorantes de ces objets, par exemple fleuris, fruités, alimentaires, corporels, etc., environnementaux. D'accord ? Donc, on ne va pas parler d'odeur, en tout cas en recherche, lorsqu'il s'agit de désigner un objet qui sent. Un objet qui comporte des molécules volatiles qui pourraient arriver jusqu'au nez. On va parler d'odeur
quand on parle de ce qu'on a dans la tête. C'est pour ça que je vous embêterai avec ça tout au long de cette conférence et c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça. Bref, c'est un peu la consigne des linguistes, pour le coup, pour ne pas tout confondre, tout simplement. Donc c'est quoi une odeur? Qu'est-ce que sont les odeurs? Ce sont des images mentales. Là, si vous voulez bien, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Je ne vous ferai pas de mal. Et puis, vous pouvez, mais peut-être pas, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Essayez de fermer les yeux et d'imaginer l'odeur du poulet grillé, tout de suite. Qui y arrive? Qui sent l'odeur du poulet grillé? Vous avez le droit de lever la main. Il n'y en a pas beaucoup, c'est normal. Normalement, il y a un peu plus que ça, mais ils ne savent pas, en fait. Ils voient plutôt le poulet qui est en train de se dorer, là, avec la petite graisse qu'ils font, plutôt que la perception de l'odeur sans l'avoir sous le nez. Une image mentale, normalement, active toutes ces sensations-là. Elle active l'image de l'objet dont émane l'odorant, finalement. Elle active la perception de cette sensation-là, olfactive, pour certains, mais pas pour tous. On dit que 50% de la population serait à même d'imaginer une odeur et de la sentir, de la percevoir comme s'il l'avait sous le nez. Mais en fait, on ne le sait pas quand on sait faire ça. Et souvent, ça nous dérange. Parfois, la nuit, on a l'impression d'halluciner. Mais finalement, c'est une affaire de mémoire, ça. C'est pas qu'une hallucination, c'est encore autre chose. D'accord ? On parle aussi de mots. Ça peut vous évoquer des mots. Hein. Quand on parle d'objets odorants, ça peut vous évoquer des souvenirs autobiographiques. On va en parler ensemble. Souvent, ça évoque une image, la vision d'une scène ou d'un objet, hein, ou d'une personne proche. Hein. Mais la sensation olfactive, tout le monde n'est pas persuadé de l'avoir. C'est pas très clair, c'est flou. Donc vous ne savez pas si vous êtes capable de faire ça. Les parfumeurs le sont, en général. Ou alors ce ne sont pas de bons parfumeurs. Mais plus on a développé cette expertise, plus on développe cette compétence-là, d'imagerie mentale. On parle d'imagerie mentale, dans ce qu'on est capable d'imaginer une odeur. Imaginer une odeur comme si on pouvait la sentir en l'ayant sous le nez. Donc les parfumeurs, ils vont plus loin que ça. Ils sont aussi capables d'imaginer quel serait le résultat de mélange d'odorants différents. Ça demande un peu d'entraînement. Donc, comme disait Edmond Rudnicka, le nez des parfumeurs n'est pas plus long que celui des autres, il est seulement plus entraîné. C'est comme une histoire de musique, de violon, de piano, de tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'entraînement, vous ne savez pas trop si vous savez imaginer ou pas. Et puis, ça ne va pas suffire, quoi. Il y a peut-être du potentiel, mais il faut travailler, il faut l'entraîner. Les odeurs, donc, je vais vous embêter tout au long de la conférence, on les a dans la tête, réellement. Quand on parle d'odeur, on parle de ces images mentales-là. L'odorant, c'est autre chose, c'est l'objet, c'est la stimulation. Alors, les odorants, ils sont perçus par un système. L'odorat, c'est quoi? C'est le système sensoriel qui permet de percevoir les odorants. Il ne faut pas que je me fasse avoir, sinon vous allez tout de suite m'attraper. Ce système, il permet de détecter des odorants. Avant, j'avoue, il y avait écrit odeur. Je l'ai déjà donné, cette conférence. mais comme des linguistes sont passés par là, je corrige maintenant. À chaque fois, je corrige les textes et je mets odorant, sinon je me fais coincer par les collègues. Ça peut être des odorants de notre environnement. Hein. Oui, ça sent les pieds parfois, surtout quand les chaussures sont un peu serrées, qu'il a plu. Ça pourrait être des arômes alimentaires. On parle souvent d'arômes, de goût, de clémentine, de fraises, et on méconnaît à quel point l'odorat, finalement, nous permet de percevoir ce parfum de fraise. En fait, c'est l'odorat qui fonctionne dans ce cas-là. Et ce sont des molécules, d'où l'appellation d'un système particulier, chimiosensoriel. Elles sont chimiques, elles sont organiques, ces molécules. Donc on se permet de dire, quand on est un peu grotesque ou vulgaire, « Oh là là, c'est nul, vous ne voyez rien », il va falloir que je le dise plus fort. On se permet de parler de chimiosensorialité. Alors ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie, s'il vous plaît. On parle de système chimique aussi. Alors,
tout simplement parce que l'odorat détecte des molécules. Alors, il y a 2 voies d'exploration. C'est dommage, je n'ai pas le droit de vous faire tester quelques bons vins. Enfin, je dis c'est dommage. Après tout, vous avez le droit de ne pas aimer ou de ne pas vouloir, ou culturellement de ne pas pouvoir. Il y a 2 voies. Je mets cette photo exprès parce qu'en œnologie, ou les spécialistes de goûteurs d'huile ou de jus d'orange d'ailleurs, eh bien, ils vont activer les 2 voies. Ils vont sniffer. Excusez-moi, je vais utiliser ce terme-là, ça fait rire souvent. Ils vont donc sentir par le nez, et dans ce cas-là, on va parler, quand on utilise nos gros mots scientifiques, de voix orthonasale. Voilà, c'est la voix la plus logique qui vous vient à l'esprit. Quand on sent des odeurs, moi je dis que je fais sniffer des enfants et des vieillards, ça fait rire tout le monde, mais c'est une réalité. En général, on a tendance à parler de parfums, d'odeurs, et qu'est-ce qui nous vient à l'idée ? Bah oui, on va sentir l'odeur ambiante. Mais la plupart des personnes qui ne sont pas formées, mais connaissent l'importance de cette 2e voie-là. Elle est très active à chaque moment où vous buvez une boisson aromatisée. Elle est active à chaque moment où vous déglutissez une gorgée de votre repas. Et on parle de voie rétronasale, en fait. Ça passe par l'arrière du voile du palais et les arômes, qui sont en fait des molécules odorantes, remontent au nez. Donc quand vous mangez une fraise, quand vous mangez une banane, eh bien, vous activez votre système olfactif par la voie rétronasale. Alors comment on fait pour distinguer ces 2 voies ? Je vais vous demander de goûter, mais pas n'importe comment. Avant de boire, s'il vous plaît, vous allez vous boucher le nez, mais pas trop longtemps. J'ai pas envie qu'il y ait trop d'asphyxie non plus. Donc vous vous préparez, quoi. Enfin, bref, vous bouchez bien le nez, par contre bien pincé. Vous imaginez la pince à linge, et vous essayez de boire une gorgée. Le jus d'orange, ça marche pas trop mal. Et puis après, vous allez me dire ce qui se passe. Vous bouchez bien le nez et vous buvez une gorgée de jus d'orange ou de pomme. Et vous allez me raconter un petit peu vos sensations. Vous gardez un peu le nez bouché quand même. Vous pouvez aller bouffer, pas trop longtemps, on est d'accord. Allez, 3 secondes, après on arrête. Qu'est-ce qui se passe pendant ? Qu'est-ce qui se passe après nez bouché ? Est-ce qu'il y a une différence ? Qui peut me dire ? J'aime pas, je suis coincée. D'habitude, je me balade dans les rangs. Mais qui peut me raconter ? Est-ce que vous avez perçu une différence ? Le goût arrive quand on se débouche le nez. Ouais, c'est sympa. Donc en fait, c'est l'odeur. Oui, le goût arrive quand on se débouche le nez. C'est super, c'est ça qu'il faut dire, et c'est ce que tout le monde dit. Et c'est donc la preuve que... Quoi ? Quand on mange, quand on boit du jus d'orange, ce qu'on perçoit, c'est les odeurs. 95% de votre perception sensorielle des aliments va être permise grâce au système olfactif, en fait. Souvent, on parle de goût, on parle de saveur, et on méconnaît l'importance des odeurs dans l'alimentation. Je vous dis 95% à la louche, mais c'est peut-être 99% en fait. On connaît très peu de saveurs, de goût, de sensations gustatives. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, me dire quelles sont les sensations gustatives ? Allez, vous en connaissez au moins 4. L'acidité, le sucré, le salé, l'amertume, un petit 5e, umami, pas mal. C'est quoi l'umami ? C'est quoi qui a goût d'umami ? La sauce de soja, typique, ou le bouillon cube, là, je sais plus, mec. Enfin, il ne faut pas que je fasse de pub, bip. C'est le glutamate qui a goût d'umami, c'est du japonais umami, ça veut dire délicieux, ils adorent ça, ils en mettent partout. La sauce soja, c'est bien connu au Japon. Il y en a d'autres, des saveurs, mais elles sont méconnues. Certains nous parlent de goût métallique. On a repéré des notes métalliques dans certains vins rouges. On a repéré d'autres notes. Je pourrais vous en parler longuement, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et assez méconnu du grand public. Voilà. Mais disons qu'à ce jour, on a identifié peut-être une quinzaine de saveurs seulement
Des odeurs, des arômes, il y en a des milliards, sans doute. C'est beaucoup, beaucoup plus important. J'espère que je vous convainc. En tout cas, c'était l'objet de ce petit atelier. Donc, ce n'est pas la pastille que vous avez mis en bouche. Vous avez bu normalement un petit peu de jus. Et puis, normalement, en vous débouchant le nez, vous avez pu percevoir l'odeur du jus d'orange, finalement. L'odorant, excusez-moi. Bim. Oui, les odorants au quotidien, sans qu'on en ait conscience, aident le tout petit, mais aussi vous-même, mais aussi les personnes âgées à vivre, à maintenir un bien-être sur un long terme et à s'adapter à leur environnement. Le tout petit, il est sensible, il détecte des odeurs que sans doute nous ne détectons pas très bien. Il est très sensible aux odeurs, notamment de lait maternel. Il est capable de discriminer deux laits maternels différents, de reconnaître le lait de sa propre mère, le distinguer de celui d'une autre mère. Moi, je ne savais pas faire trop ça, même si j'ai fait les manips. La différence entre les deux, à moins que l'une ait une origine qui lui fait mettre du cumin un peu beaucoup dans ses aliments, ou une épice un peu bien costaud, là oui, là ça se sent dans le lait maternel et dans les émanations corporelles. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils ont la même culture, s'ils mangent à peu près le même repas, l'odeur du lait maternel, excusez-moi, moi je ne perçois pas la différence. Donc des nouveau-nés sont capables de discriminer des odorants que l'adulte peut-être ne détecte pas si bien. Donc ils auraient, mais ça reste à démontrer, ils auraient un odorat plus fin, plus développé, entre guillemets. Alors on parle d'une involution, moi j'aimerais bien qu'on en reparle, parce que ça dépend finalement des expériences. On va l'aborder tout au long de ce topo. Donc il reconnaît bien l'odeur de sa propre mère, et lorsqu'il est allaité au sein, encore plus que lorsqu'il est nourri au biberon. Je dis ça parce que souvent, c'est ce qu'on retient. L'odeur du lait maternel va être reconnue par le bébé. Et souvent, c'est ce qui va convaincre certaines mamans à allaiter ou pas. Sauf quand on les revoit à 15 jours, ces petits qui n'ont pas été allaités, ou que quelques jours, à 15 jours, ils discriminent plus l'odeur maternelle de l'odeur d'une autre maman. C'est normal. Ils ne sont plus alimentés par ce... Voilà, c'est adapté. Donc, les odeurs, les odorants, nous permettent de nous adapter à notre quotidien, à notre environnement. C'est pas grave, c'est la vie. Elle est faite de plein de choses, de variétés. Donc on retient souvent des résultats phares, je vais un peu les démonter. À 15 jours, un enfant qui est nourri au biberon ne discrimine plus l'odeur de sa mère de celle d'une autre maman. Et alors moi, j'ai fait des trucs horribles, j'ai fait sentir l'odeur des aisselles. Bref, mais bon, c'est pas grave. On dit aussi que le bébé est apaisé par les odeurs maternelles. Là aussi, je vais un peu tordre le cou à ces résultats, même si c'est réel. En général, lorsqu'on présente à un petit un linge, la chemise de nuit de sa maman, surtout si elle l'allaite, son enfant, ça le calme, ça l'aide à s'endormir, ça le rassure au moment de séparation à la crèche ou à l'école. Voire ça peut apaiser des épisodes douloureux. Donc on peut proposer de mettre un petit t-shirt lors de prise de sang. Ça peut rassurer l'enfant. Je vais vous en parler. C'est efficace, ça a été démontré. Je suis comme ça, j'aime bien donner le résultat et un peu modérer, mettre un bémol. Tout dépend de l'anxiété maternelle. Si elle est en anxiété chronique et de façon... très régulière, et si le pauvre petit, mais je dis le pauvre, finalement beaucoup de mamans sont anxieuses, c'est pas si grave. Mais certains enfants arrivent à détecter l'anxiété de leur mère à travers l'odeur maternelle. Donc ceux-là, ils ne seront pas rassurés par l'odeur de leur mère si elle est vraiment dans un état d'anxiété extrêmement intense et chronique. Donc voilà, c'est moi, vous verrez, je vous donne des résultats, mais souvent... Entre le mythe et la réalité, il y a une différence. Je vais vous donner un petit exemple que j'aime beaucoup, parce qu'on dit souvent l'odeur maternelle apaise les bébés. Oui, encore faut-il qu'elle lui soit connue, qu'elle soit familière, cette odeur, à cet enfant.
Et une collègue, Nathalie Goubet, que je salue au passage, a démontré que ce n'est pas tant l'odeur maternelle, mais plutôt le fait qu'elle soit familière qui calme l'enfant. Et familière et rencontrée dans un contexte plutôt agréable et apaisant. Donc elle s'est amusée à faire quoi, Nathalie? Elle a diffusé une odeur. Ne me demandez plus laquelle, je crois que c'est du citron, mais je ne sais plus exactement. Je crois que c'est du citron. Dans le berceau d'enfant endormi, elle s'est assurée qu'il dormait profondément, calmement. Et elle a comparé l'effet de cette odeur familière rencontrée en simple exposition dans un berceau endormi à l'odeur de maman. Là, il s'agissait du lait maternel et de mère allaitante. Pas d'odeur au cours d'une prise de sang. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est la petite main. Alors, ça paraît horrible, mais en fait, ça ne fait pas très mal, ce geste-là. C'est moins douloureux qu'au talon. Donc, on a comparé, enfin, elles ont, c'est pas moi, Nathalie Goubet et Cécile Rataz, comparé l'efficacité de ces 3 odeurs en situation contrôlée, et on se rend compte que finalement, les enfants pleurent un petit peu, moins qu'en situation contrôle, où on ne diffuse pas d'odeur particulière, mais ils pleurent autant que l'on présente l'odeur de la mère ou une odeur familière rencontrée dans un contexte agréable, apaisant, d'endormissement, en fait. Donc c'est plus la familiarité ou l'expérience en contexte apaisant qui va calmer l'enfant que le mythe de maman. Ça dépend des mamans. L'odeur de papa, parfois, va mieux rassurer l'enfant. Je vous le dis, c'est vrai. Si papa rassure l'enfant. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Je ne pouvais pas deviner que ça ne s'afficherait pas. C'est du vert, vous voyez du jaune. Je ne pouvais pas deviner, excusez-moi. Les odeurs, on les a dans la tête dès notre plus jeune âge. On les apprend, c'est parce qu'il y a un effet d'apprentissage que les enfants sont apaisés. L'odeur est devenue familière après une certaine expérience. Une expérience plutôt calme, plutôt apaisée. Donc cette odeur est efficace parce qu'on l'a mémorisée dans un contexte apaisant. J'insiste, c'est important, tous ces termes-là. D'où l'importance des odeurs qu'on a en tête, d'où l'importance de la mémoire des odeurs. Au quotidien, l'efficacité des odeurs, j'aimerais bien, moi, en parler. Souvent, on leur attribue des pouvoirs. Depuis l'Antiquité, c'est pas nouveau, donc je vais vous dire n'importe quoi. La lavande serait stimulante, je dis pas complètement n'importe quoi, et puis la vanille plutôt apaisante. Oui, mais tout dépend de ce que vous avez fait auparavant dans les champs de lavande ou avec la vanille, en fait. Je ne sais pas si c'est stimulant, la lavande. Si c'était pour dormir et faire la sieste, à mon avis, la lavande peut être apaisante. Mais ça reste à tester, tiens, tant qu'à faire. Donc le bien-être, le réconfort ou à l'inverse, l'activité, parce que l'odeur du lait maternel, ça peut activer un bébé qui a bien faim, je confirme. Lui mettre sous le nez juste avant la tétée l'odeur du lait de sa mère, ça ne va pas lui plaire trop longtemps. Il ne va pas falloir attendre trop de temps. Ça ne va pas l'apaiser, il ne va pas s'endormir, il va plutôt s'énerver un petit peu, surtout s'il n'a pas le lait qui arrive juste derrière. Donc, on interprète souvent hâtivement des résultats. Attention, c'est multifactoriel, c'est compliqué. Et puis, l'animal est compliqué, l'être humain, elle est peut-être autant. Donc, la mémoire a une importance cruciale. Elle explique sans doute l'effet calmant, sédatif de certaines odeurs. Elle explique certainement l'appréciation, le rejet de certaines odeurs. Pas toujours. Il y a des toxiques que, effectivement, l'être humain doit rejeter et qu'on ne va pas mettre en bouche. N'empêche que, si vous ne faites pas attention, les bébés, peut-être, eux, les mettraient en bouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne leur apprenez pas, le pétrole, là, ou le fuel qui a débordé, que le hochet soit tombé dedans ou pas, en fait, il risque de le mettre quand même dans la bouche. Donc l'être humain est là pour diriger l'entourage. Vous avez compris ma façon de penser. Tout n'est pas inhérent aux molécules et aux odorants. Excusez-moi les chimistes. Les expériences passées ont une importance cruciale également pour expliquer les faits sur les comportements.
Les personnes avec qui on a partagé ces expériences ont une importance cruciale. Le fait qu'elles soient apaisantes ou pas, le fait qu'elles aient la capacité de réguler ou pas les émotions de la foule, va changer les choses. Et dans une classe, les enfants en apprentissage vont aussi, on le verra, être influencés par les odeurs. Le parfum de la maîtresse peut les encourager ou pas. On verra tout à l'heure. Donc tout dépend du contexte dans lequel se situent les individus et des expériences qu'ils vont retenir de ces odeurs. Tout dépend aussi énormément de l'émotion associée à ce contexte. On va en parler tout à l'heure. Alors, pendant longtemps, on a dénigré l'odorat, un sens refoulé, rejeté, parce que les odeurs, ça pue, évidemment. Et au Moyen-Âge, ils balançaient un peu les déchets par la fenêtre, donc ça devait être assez nauséabond. Je ne sais pas si vous voyagez un peu, mais certains marchés au Vietnam ou en Afrique, c'est costaud pour certains qui n'ont pas l'habitude. Pour d'autres, c'est super, c'est génial, on sait où est le poisson, mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu violent. Donc les conceptions ont évolué au fil de l'histoire. Sans doute demain, pour ceux qui seront là, vous en entendrez parler. Et souvent, on a tendance à dire que ce sens est archaïque, animal, bestial. Il a été interprété comme tel. Et moi, je vais vous envoyer un peu vers la mémoire, mais aussi vers l'esprit et puis l'intelligence olfactive, si je peux me permettre. Vous avez vu à quel point j'ose, mais il faut, des fois. Donc on dit souvent, ce sens, il est archaïque, présent dans des espèces très peu évoluées. Longtemps, il a été considéré comme réservé aux êtres primitifs. On parle également d'hommes primitifs, on parle également d'ethnies un peu évoluées, finalement, qui auraient un sens de l'odorat très développé. Peu évolué, je ne sais pas, en tout cas, ils entraînent beaucoup ce système olfactif. Le sens serait bestial, oui, pourquoi dans les relations amoureuses et puis plus tard entre bébé et mère, il se passe des choses et sans doute que les odeurs ont un rôle important. Je viens de vous en parler. C'est souvent ça qui a été retenu. L'odorat était lié à la sexualité, c'est tabou, c'est refoulé. On doit ça à qui ? À un certain monsieur. C'est vrai, en plus, je rigole pas, c'est vrai, je pourrais vous donner quelques citations. Désagrément tabou, c'est un sens immoral, désintellectualisé. C'est pas moi, c'est lui qui l'a écrit. Je ne cite pas. Antisocial, refoulé chez l'homme, civilisé. Et puis quand on n'est pas civilisé, quand on est antisocial, on se permet de mettre des chaussures affreuses dans le bureau, même confiné. Ce sens n'aurait aucune relation, aucune, avec l'intelligence, l'esprit. L'esprit, c'est supérieur, et puis l'olfaction, c'est la basse bête, la basse couche. On va voir que non, c'est pas tout à fait le cas. Ça dépend pour qui. Entre odorat et sentiment, on a des liens très forts, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques images dans le cerveau, et puis je fais un petit hommage à mes amis. Joël Cando, Olivier Wathelet, Benoît Châle, regardez plus loin. Fermez les yeux, en fait, pour aller voir plus loin. Et le nez a ses raisons, que la raison méconnaît, évidemment. Donc, les odorants, les stimulations aromatiques vont expliquer certaines tendances à agir. On parle de phéromones. J'attends encore voir si chez l'être humain, on peut les identifier. Ce n'est pas encore le cas. Mais c'est vrai que certaines molécules expliqueraient l'attrait de certaines personnes vers une autre personne. Et je vais vous expliquer une chose. Parfois, on tombe amoureux de quelqu'un sans le savoir, mais parce qu'il a des caractéristiques olfactives très distinctes des nôtres. Pourquoi ? C'est ce qu'expliquent les biologistes. Parce que entre l'odorat et le système immunitaire, à Sheila, il y a des liens très forts, il y a des polymorphismes génétiques qui sont communs en fait et qui expliquent la signature olfactive corporelle des individus.
ces biologistes, André Hollet en faisait partie, explique que c'est pas un hasard si on est attiré par une personne, c'est sans doute parce qu'elle n'a pas le même patrimoine que nous, et notamment pour promouvoir la défense, l'adaptation du petit être qui naîtra plus tard. Donc ça, c'est la version des biologistes qui sont encore à la recherche des phéromones, mais ils ne l'ont pas trouvé. Pas encore à ma connaissance. Donc se pose la question, et pendant longtemps les philosophes, Kant en faisait partie, pas que lui, Descartes, disaient les sentiments, les sensations, ça n'a rien à voir avec l'esprit, c'est décorrélé. Donc on parlait de fonctions intellectuelles supérieures, très cortiquées, enfin bref, et puis de fonctions plus basses, évidemment, dont feraient partie les systèmes primitifs, olfactifs, tactiles. Je vais un petit peu vous expliquer que ce n'est pas tout à fait le cas. Les réactions d'attrait, de rejet ne reposent pas uniquement sur l'activation du bulbe ou sur une phéromone qui, de façon inhérente à sa forme moléculaire, expliquerait que on ne peut plus, comme de le parfum, on est attiré par une personne. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous trouverez encore dans la littérature des inéistes, vous trouverez encore des personnes qui vous disent les souris et les hommes, j'ai vu cet article-là passer il n'y a pas très longtemps, des souris et des hommes, en hommage, seraient attirés par les mêmes molécules odorantes. Ouais, non, je sais pas, je me nourris pas tout à fait de la même façon que la souris, même si j'aime bien le fromage. Attention, ces résultats reposent sur des épreuves très épurées, des épreuves de choix entre deux odorants. Oui, ok, mais dans la vie quotidienne, on n'a pas juste le choix entre deux molécules odorantes. Donc attention, attention. Souvent, les conclusions vont être généralisées. C'est sympa, on intitule l'article des souris et des hommes. C'est vrai, c'est sorti dans un super journal, Nature, c'est super. Mais attention, attention. L'être humain est un peu compliqué quand même. Il a des expériences sociales un peu compliquées, il a des émotions un peu compliquées, contagieuses parfois. Et il ne faut pas oublier qu'il n'est pas que répondant de façon très stéréotypée, réflexe à une phéromone. Non, c'est pas vrai. On sait se tenir, on sait se contrôler. Donc, c'est pareil. On pourrait débattre des heures et des heures sur les réflexes naso-faciaux en réponse aux odeurs. Non, c'est pas tout à fait le cas. Le nouveau-né déjà ne répond pas de la même façon à l'odeur du lait, même maternel ou au biberon ou maternisé, lorsqu'il a faim ou lorsqu'il n'a plus faim. Donc ce n'est pas une réaction réflexe. Sa réponse à l'odeur n'est pas la même en fonction de son état physiologique. Donc ce n'est pas un réflexe, s'il vous plaît. Ne retenez pas que c'est un réflexe. Les réponses ne sont pas réflexes, elles ne sont pas universelles, elles ne sont pas pan-espèces. Toutes les espèces animales ne répondent pas de la même façon aux odeurs. Heureusement. Ce serait bizarre, non? Je sais pas, on ferait des mutants un peu complexes. Beaucoup ont dit qu'elle serait indépendante du langage. On le verra tout à l'heure. Il n'y a pas, c'est vrai, de termes spécifiquement dédiés aux caractéristiques odorantes des objets. C'est vrai, dans notre langue, ça n'existe pas. Oui, mais quand on va voir dans d'autres langues, en Indonésie, on va en trouver des termes spécifiques pour caractériser la note olfactive des objets. Bon, donc on va en parler un peu de ces liens entre langage et odeur, odorant, et entre esprit, réflexion, imagerie, je vous en ai déjà un petit peu parlé, intelligence, odeur et odorant. Pendant longtemps, on a parlé de sens désintellectualisé. On doit ça à M. Freud. Mais des philosophes sont en ferme désaccord, des femmes souvent, c'est mignon. Je vous cite Chantal Jacquet qui récemment a publié, elle a osé intituler son livre « La philosophie de l'odorat ». Il fallait oser quand même. Je pense que c'est pas tout à fait commun. Je vous cite quelques ouvrages. On parle de cognition olfactive. C'est un gros mot qui veut dire intelligence, si vous voulez. Donc on parle d'intelligence olfactive. On explique à quel point
notre façon de penser dépend aussi des odeurs qui vont nous environner, dépend des expériences qu'on aura eues avec ces odeurs et à quel point on peut déstabiliser un étudiant en examen. Je vais vous expliquer comment. Mais il ne faut pas le faire. Donc finalement, peut-être que les odeurs seraient bien un objet de l'esprit, contrairement à ce qu'on a longtemps dit. Alors, on dit que l'homme serait une espèce microsmate. Micro, parce qu'il a un tout petit bulbe, le pauvre, c'est vrai. Par rapport à la taille de son cerveau. Oh, c'est nul, on voit rien, excusez-moi, c'est plus beau que ça sur mon ordinateur. Mais bref, allez, on va comparer des souris et des hommes. Et puis, je vais vous montrer où se situe le bulbe olfactif. Le pauvre petit être humain a un petit poids de bulbe. Ça représente peu par rapport à la taille de son cerveau. Par comparaison aux souris qui ont un bulbe olfactif extrêmement important. Chez le rat, on dit que jusqu'à un quart, voire un tiers pour certains surentraînés, des rats de laboratoire, un tiers du cerveau serait dévolu au bulbe olfactif. Bon, c'est vrai, on en est loin. Donc on dit que les rongeurs sont des espèces macrosmates parce que la structure cérébrale primaire, qu'on appelle le bulbe olfactif, prend une place considérable dans le cerveau de ces petites bestioles-là. On dit que l'homme est une espèce microsmate parce que c'est vrai, la première structure cérébrale, le bulbe olfactif, prend une taille peu importante par comparaison à ces espèces-là. N'empêche que l'odorat, il fonctionne. Il fonctionne chez l'être humain et il explique pas mal de comportements. Les circuits sont fonctionnels, les cellules sont nombreuses. Et plus vous allez être confronté à des odeurs, plus les petits seront exposés à une multitude, à une variété d'odorants différents, et bien plus ils développeront un bulbe conséquent. C'est-à-dire que la taille de l'organe, du coup, dépend des expériences que les personnes auront eues avec les odeurs. Ça a été démontré récemment. Même si ce bulbe reste peu conséquent, il ne faut pas oublier toute une architecture neuronale derrière, qui n'est peut-être pas présente de façon aussi fonctionnelle chez les microsmates, mais qui va expliquer les liens entre odorat, système limbique qui gère les émotions, entre odorat et thalamus qui explique l'attention portée sur des caractéristiques, par exemple odorantes, et entre odorat et là, plutôt au niveau temporal, langage, réflexion, imagerie, inhibition. Enfin bref, on a chez les experts des réseaux d'activation neuronale beaucoup plus actifs que chez des adultes novices, et qui expliquerait qu'un parfumeur dénomme plus facilement le nom d'une molécule, qui expliquerait que l'œnologue arrive à repérer tel cépage en goûtant tel vin, voire repérer même le terroir, que tel agriculteur repère dans quelle parcelle ont poussé ces salades. C'est vrai, j'en ai croisé, ils sont forts, mais c'est une réalité en fait. Donc chez les experts, les réseaux neuronaux vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus actifs. Et on va parler non pas de la taille de structure, ça ne suffira pas, mais de réseaux d'activation aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile pour comprendre à quel point les odorants ont des liens avec l'esprit, avec l'intelligence, avec le raisonnement. Autre particularité, par comparaison aux autres systèmes sensoriels, je vais citer la vue ou l'ouïe, que vous connaissez peut-être mieux, l'odorat et les cellules réceptrices du système olfactif se renouvellent tout au long de la vie. Donc plus vous êtes exposé à des odeurs différentes, plus vous allez synthétiser des détecteurs spécifiques de ces molécules en fait. Donc les experts, et là je vais me tourner vers des chimistes qui utilisent parfois des produits un peu odorants, eux ils ont développé des petites parcelles de leur cortex olfactif, je vais vous expliquer un peu où c'est tout à l'heure, de leur bulbe olfactif dédié à chaque molécule auquel ils sont exposés en fait. Et ils synthétisent régulièrement
ces récepteurs, et donc ils les détectent mieux que d'autres non-experts qui ne sont pas exposés à ces molécules pures. Oh, ça sonne, non, c'est horrible. En fonction de l'environnement. Tout dépend des expériences et tout dépend de phénomènes, mais alors là je ne vais pas rentrer dans les détails, que l'on appelle épigénétiques. Les expériences vont marquer non pas les gènes, mais l'ADN autour des gènes. Et ces phénomènes-là expliquent à quel point notre système olfactif se renouvelle tout au long de la vie en fonction des expériences. Ça va plus loin qu'un effet de l'esprit. Alors quand on parle des odeurs, on parle de la mémoire. Et souvent, la mémoire qui est à l'œuvre, eh bien, on n'en a pas conscience. On parle de mémoire implicite, on parle de la face cachée, parce qu'au quotidien, on a peu conscience de l'effet considérable des arômes, des odorants sur nos comportements. C'est tout le temps, en fait, de la nuit. Enfin, c'est 24-24, en fait. H24, ils disent les jeunes maintenant. Et du coup, malheureusement, ces phénomènes-là sont moins étudiés que les phénomènes explicites. Ah, c'est nul, en fait, il y a un iceberg qui était très beau, puis vous ne le voyez pas bien. Et donc, vous savez, les icebergs, ils ont une face visible qui est peu importante, puis une face sous l'eau qui est super importante. La mémoire implicite, là, pour notre histoire, notre affaire, elle est extrêmement importante, malheureusement peu étudiée, et puis la mémoire explicite, beaucoup moins importante, et pourtant beaucoup plus étudiée, parce que c'est plus facile. Dès la vie fétale, les tout petits sont capables de mémoriser, non seulement de détecter, ils ont un système olfactif qui est opérationnel très très tôt. Les premières structures sont visibles au cours du développement embryonnaire. Et ça, c'est mon maître, c'était mon directeur de thèse. Donc, il s'est amusé à comparer des petits exposés à l'anis pendant la grossesse, 3e trimestre, ça passe mieux la barrière placentaire, et des petits jamais exposés à l'anis parce que les mères détestaient ça, donc ils ne buvaient pas de pastis. Enfin, je rigole, évidemment, elles ne buvaient pas de pastis. Ça s'est passé en Alsace. En Alsace, on fait des petits gâteaux à Noël. Ça vous parle, les braies de... Non, c'est pas grave. C'est à l'anis souvent, en fait. Donc certaines consommaient pas mal d'anis, d'autres pas du tout, et détestaient ça. Et on a testé, enfin je dis on, j'étais là, c'est pour ça que je me permets, mais en fait c'est pas moi, c'était mon directeur de thèse. Il a comparé des enfants non exposés in utero à l'anis et des enfants exposés à l'anis in utero. Alors ça, je connais bien, on ne va pas les torturer, les pauvres petits. Mais c'est un système qui nous permet facilement de mettre des odeurs sur des compresses et puis de comparer deux odeurs. Donc on va parler d'une expérience. Il y a des cobayes tout petits, nouveau-nés, les pauvres, on les prend dans l'œuf. Et on les expose à deux odeurs différentes. Et les enfants exposés in utero à l'anis se montrent beaucoup plus attirés. Donc ils restent beaucoup plus de temps face à l'odeur de l'anis, par comparaison aux autres qui vont préférer sniffer de l'autre côté. En fait, s'ils n'aiment pas l'anis, ils vont nous montrer des petites grimaces. Non seulement ils passent plus de temps, mais ils ont envie de manger, de tétouiller. Donc on parle de mouvement appétitif dans ce cas-là. Alors moi, j'ai continué sur cette voie-là. J'avais été mise sur les rails et je me suis amusée à en voir tout plein. Les pauvres cobayes, j'en ai vu des centaines. À 3 jours, on les cueillait au réveil, juste avant une tétée, et puis on leur faisait sniffer des odeurs de lait. Je ne vous dis pas comme on transpire dans ce cas-là, parce qu'après, il faut développer un savoir-faire qui s'appelle apaiser l'enfant qui a faim. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Mais c'est cool après, quand on a des parents, on est très fort pour apaiser les enfants. Donc moi, je n'ai pas fait sniffer l'anis, j'ai fait sniffer la camomille aux enfants nouveau-nés, qui avaient des mamans qui utilisaient une pommade prophylactique pour éviter les bobos. Donc ce sont des mamans qui allaitent et qui utilisent, en Alsace, il y a un fabricant que je ne citerai pas, je ne vais pas faire de pub, une pommade à la camomille. Alors je ne vous dis pas, comme j'ai développé des récepteurs à la camomille pendant 3 ans, et je peux la sniffer à quelques kilomètres, cette odeur, je ne peux plus la voir, enfin bref, la sentir en fait. Mais ces petits-là, eux, lorsqu'ils sont exposés au cours des premiers jours à l'odeur de camomille, eh bien,
ils vont manifester une durée beaucoup plus importante juste de maintien de leur nez face à cette compresse qui sent la vanille, par comparaison à une compresse qui a une autre odeur. Et alors là, eh bien, l'autre odeur, c'est une base, c'est de la vaseline en fait, ça sent pas trop la vaseline. J'ai pas ce résultat ici, c'est dommage, j'aurais dû le dire. Je me suis amusée à comparer l'odeur de camomille et l'odeur du lait maternel. J'ai poussé le vice encore plus loin puisque je venais de lire que la familiarité avait un effet important. Eh bien, aïe, malheureusement, plus l'enfant est exposé à la camomille pendant qu'il tète, pendant l'allaitement en fait, pendant chaque repas finalement, eh ben, plus il va se tourner vers la camomille. Donc attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le camomille, c'est pareil, en fait. Donc, on s'est pris une gifle, en fait. C'était corrélé, c'est-à-dire que plus l'enfant était exposé à des tétés avec l'odeur de camomille, plus il détectait la camomille et elle était devenue le signal du repas. Attention, il faut varier les plaisirs. L'homme est un omnivore, donc il faut expliquer aux mamans, aux parents. Eh bien, il faut que l'enfant il mange de tout, même le tout petit. Après, j'ai des collègues qui s'amusent à changer les marques de lait pour biberon. Je lui dis, peut-être pas quand même. C'est pas trop drôle. On s'amuse pas comme ça avec les tout petits. N'empêche que si elle fait la petite. C'était mon petit cobaye. Mais en fait, c'est pas moi qui lui ai demandé de faire ça. Qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré qu'il y a une mémoire durable de cette odeur et l'attrait des enfants pour la camomille perdure à très long terme. À 6-7 mois, ils vont mettre en bouche un hochet à la camomille, beaucoup plus qu'un hochet à la violette lorsqu'ils sont exposés. CA+, ça veut dire qu'ils sont exposés à la camomille tout petit. CA-, ça veut dire qu'ils n'ont pas été exposés. Donc les enfants exposés à 7 mois préfèrent mettre en bouche. On parlait de mouvements appétitifs tout à l'heure. Là, c'est ça. Ils mettent en bouche pour travailler pas que la dentition, apparemment le goût. L'odeur, en fait, du hochet les intéresse aussi. Donc ceux-là vont préférer la camomille. J'aurais dû amener un tube. C'est pas super agréable comme ça quand on ne connaît pas. Et les autres préfèrent un petit peu plus la violette, en fait. La bêta, l'alpha, Yonan, pardon. On est allé plus loin. Je dis on, mais en fait c'est moi. Je me suis amusée à les suivre, ces tout petits, à proposer plusieurs petites choses parce que c'était exploratoire, ça n'avait pas été fait à l'époque. Et j'ai proposé des tests de choix qu'on a dû inventer. Donc là, on n'a pas mis de camomille dans l'eau. J'avais pas le droit éthiquement de les faire boire n'importe quoi. Donc j'ai mis là de l'odeur sur la collerette des petits biberons. Et puis, qu'est-ce qui s'est avéré à 2 reprises en présentation aléatoire? Les enfants exposés tout petits à la camomille, qu'est-ce qu'ils choisissent? Le biberon à la camomille. Donc attention en fait, attention. Ça veut dire que si on explique aux parents qu'il faut varier les consommations, c'est pas pour rien. Je vais encore plus loin. Cette mémoire précoce, elle peut avoir des effets à encore plus long terme. Pourquoi je vous montre ce bavarois? Vous connaissez Munich, la fête de la bière, ça vous parle? Eh bien, des fous, des scientifiques, soi-disant, des collègues, se sont amusés à recruter, avant qu'ils n'aient consommé, évidemment, des adultes à la fête de la bière en automne à Munich. Et ils ont proposé à l'entrée, avant qu'ils ne consomment de la bière, un choix entre 2 sauces tomates, n'est-ce pas? L'un comportant un arôme de vanille, mais à un seuil que l'on dit infraliminal, c'est-à-dire qui n'est pas perceptible au nez. L'autre sans vanille. Qu'est-ce qu'ils ont repéré? Des enfants devenus adultes qui, tout petits, étaient nourris au lait maternisé. Je vais vous expliquer après pourquoi on a changé les lois. À l'époque, le lait maternisé était toujours aromatisé à la vanille. Et c'est encore souvent le cas. Mais le lait de premier âge aussi était aromatisé que à la vanille. Et qu'est-ce que font ces adultes-là, devenus grands, moyenne d'âge 25 ans, fête de la bière? Ils vont préférer, sans le savoir, cette sauce tomate à la vanille, sans percevoir qu'elle a une note de vanille. Et ça a été démontré avec les tests. Donc cette mémoire implicite, elle a un effet à très très long terme, durable, et elle explique beaucoup des comportements humains. C'est fonctionnel à très très long terme.
Donc elle expliquerait la construction des pratiques alimentaires, mais un petit peu. Je n'ai pas dit que tout était expliqué par les arômes alimentaires. Il y a l'étayage des parents, il y a les habitudes qui changent ou pas. Je vous ai parlé des émotions, du contexte. C'est un peu compliqué quand même, l'être humain. Donc les odeurs n'expliquent pas tout. Les consommations précoces n'expliquent pas tout. Des collègues de Dijon montrent que les préférences d'un tout petit à 7 mois, effectivement, s'expliqueraient bien par le lait qu'ils auraient consommé le premier mois. Mais à 21 mois, 2 ans, 3 ans, ils n'aiment plus trop ce qu'ils préféraient à 7 mois. Donc tout dépend finalement de la continuité des pratiques, de la variété des aliments qu'on va proposer aux enfants. Donc je n'ai pas dit que les odeurs expliquaient les préférences alimentaires et qu'il n'y avait que les odeurs. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que la mémoire était importante. Autre petite manip très, très intéressante, il me semble, on va parler d'effet d'amorçage. En psycho, c'est assez connu, ça marche bien. Donc des collègues se sont amusés à diffuser dans une salle d'attente soit une odeur de citron, soit rien en fait. C'est pas de la vaseline pour le coup, c'est de la vapeur inodore. Et ils ont réalisé un petit test. Alors là, c'est plutôt citron chimique. C'est pas le fruit. Je vous dis ça après. Bref. Ensuite, phase de test, on les faisait rentrer dans une pièce, ils faisaient des tests cognitifs, tout plein de tâches, tout ça. Puis après, on leur a donné à manger des gâteaux. Mais en récompense, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les adultes, ils se sont mis à nettoyer la table lorsqu'ils avaient été exposés à cette odeur-là. Plus que lorsqu'ils avaient été exposés à un témoin inodore. Et c'est du citral, là, en fait. Et vous savez dans quoi on trouve le citral ? Je ne vais pas citer le nom, mais en fait, c'est plutôt produit ménager qu'alimentaire. Donc l'effet implicite n'était pas attendu. Eux, ils cherchaient d'autres résultats. Ils n'ont rien trouvé sur leurs tâches cognitives, mais n'empêche qu'ils ont observé que ces adultes, ils émiettaient et puis ils nettoyaient plus la table lorsqu'ils avaient été exposés aux produits ménagers. Donc ceux qui ont des ados à la maison, je vous conseille de les exposer au citral et d'acheter des produits au citral. Donc les collègues ont cherché, parce que ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient prouver que la consommation alimentaire allait être impactée par cette exposition aux odeurs. Donc ils ont changé, ils se sont améliorés, ils ont utilisé une odeur de fruit qui ressemble un peu plus à un fruit que le citral. Et ils ont recommencé leur petit coup d'exposition dans la salle d'attente à un contrôle, une odeur qui sent rien, et une odeur fruitée, plutôt pomme, poire, on ne sait pas trop. Et puis les personnes étaient invitées à déguster tout un repas. Un déjeuner jusqu'au dessert. Et au dessert, on proposait un choix entre 2 desserts. Et ouf, heureusement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les collègues ? Eh bien, les personnes exposées à l'odeur de fruits manifestaient une proportion de choix plus importante qui se replie sur la compote de fruits par rapport au gâteau au chocolat. Pourtant, le gâteau au chocolat, c'est souvent préféré à la compote, en fait. D'accord ? Donc, résultat qu'ils recherchaient, ils travaillent en sciences de l'alimentation. J'ai oublié de me présenter. Je viens de ce milieu-là, en fait. Moi, j'ai fait avant un DEA en sciences de l'alimentation, donc c'est des collègues et copains, en fait, ces gens-là. Et donc, pendant des années, nous, on travaillait sur les consommations alimentaires, l'effet des odorants, des odeurs sur les préférences alimentaires. Et en fait, il n'y a pas que ça. On peut faire le ménage et on peut faire apprendre aussi en exposant, ou moins bien apprendre, ou moins bien réussir aux examens. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc les odeurs, les odorants, ah là là, j'ai pas corrigé, vous allez me dire, les odorants et les odeurs du coup qu'on a dans la tête vont infléchir notre tendance à faire ou pas quelque chose, le ménage, manger ou autre chose. On va peut-être passer ce contexte-là, parce que la prématurité, ce n'est peut-être pas votre problématique. Je vais vous parler d'apprentissage.
en milieu scolaire. C'est une collègue américaine, Apple et Hertz. Hertz, elle est très connue, je vous conseille son livre. Le sens du désir, ça a été traduit. Oh là là, il n'y a plus de lumière, on va nous éjecter. Elle montre que lorsqu'on diffuse une odeur inconnue des enfants, il s'agissait de la violette, là, dans cette expérience, au cours d'une phase d'apprentissage, mais à un exercice difficile, où l'enfant risque d'être frustré, mal, quoi, pas dans la réussite. Eh bien, lorsqu'on diffuse une odeur non familière dans ce contexte difficile d'apprentissage, difficile et stressant, on repère en phase de test ceci. Donc, on va leur demander un exercice en test qui requiert une attention soutenue pendant 20 minutes. À 5 ans, c'est énorme. Et on va comparer une situation où on ne diffuse pas d'odeur, une situation où on diffuse l'odeur cible de violette, et une situation où on va diffuser une autre odeur de melon. Et qu'est-ce qu'on repère ? Eh bien, les enfants qui sont le plus en échec sont les enfants chez qui on va diffuser l'odeur cible associée au contexte de frustration et d'échec auparavant. Si vous voulez faire échouer les étudiants aux examens, vous venez avec votre parfum. Après les avoir... Non, je dis n'importe quoi. Vous changez de parfum. Ah là là. Donc l'effet du contexte est très important. J'espère que je vous en aurai convaincu. Je vais devoir demander l'heure parce que je suis trop bavarde. Les odeurs, les odorants, les odorants ambiants et les odeurs qu'on a dans la tête véhiculent des émotions, un stress, des expériences passées. Et c'est souvent ça qui va être étudié. Alors, on a bien du mal à en parler, des odeurs. On ne va pas avoir de mots spécifiques pour caractériser l'odeur d'un objet. Ça n'existe pas. La rose, c'est un objet. On dit ça sent la rose, oui. Mais c'est l'objet rose que l'on désigne. C'est pas la caractéristique un petit peu fraîche, plus ou moins acidulée. Enfin bref, je fais exprès de faire mon semblant d'être experte. Je ne le suis pas en fait. Donc les novices sont mal en fait quand on leur demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça sent. Ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en fait. Je peux vous demander de mettre en bouche la petite gélule. C'est pas pour faire dodo, c'est pour goûter un arôme. Et puis, essayez de deviner qu'est-ce que c'est. Je ne vais pas avoir la réponse. Je vais en avoir plein des réponses. Je vous dirai après ce que j'ai distribué. Mais c'est compliqué. Là, faut pas se boucher le nez. Hein. Au contraire, il faut souffler par le nez. Vous allez bouger dans la bouche. Vous allez faire comme les œnologues. Et vous allez doucement souffler par le nez pour faire activer votre voix rétro-nasale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Orange, citron, vanille, framboise, réglisse. Il n'y a pas d'autre mot qui vous viendrait à l'esprit ? Autre qu'un objet. Tout le monde m'a désigné la référence. C'est normal, c'est ce qui nous vient tout de suite, c'est ce qu'on a envie de désigner, c'est l'objet. D'où émane l'odeur. C'est normal. C'est ce qui se passe chez les enfants aussi, chez les adultes à tout âge. Ceux qui n'ont pas trouvé le nom de l'objet, là, au lieu de continuer sur cette voie-là, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Ouais ? De gel douche, ouais ? Oui, d'accord. Oui, c'est... Ah, d'accord. Alors là, il n'y a pas de détection, mais peut-être. Quand vous croquez non plus ? Ah, vous avez peut-être eu le pamplemousse. En fait, c'est un contrôle. Pardon. C'est pas pamplemousse. Gel douche, moi j'aime bien, surtout si c'est le vôtre. Donc c'est l'objet spécifique et dans votre salle de bain qui s'est allumé dans votre tête, non ? Je n'ai pas dit que vous étiez allumé, pardon. Ou qui m'a dit bonbon. Hein, bonbon créma, oui, c'est normal parce que j'ai peut-être donné de la cerise. Souvent, ça évoque ce qu'on mangeait quand on était gamin. J'ai peut-être donné la mandarine. C'était pas de l'orange. Pardon, Jocelyne, mais c'est pas loin.
Vanille, oui, sans doute, il devait y avoir la vanille. Quoique non, parce qu'on l'a pris pour la manip. Donc il n'y avait pas vanille. Il n'y avait pas vanille, pardon. Il y avait réglisse. Il y avait réglisse. Noix de coco, miel peut-être. Miel. On dirait de la vanille. Donc en général, on va désigner l'objet. On va dire ça sent la rose. Et puis quand on n'y arrive pas, on va activer d'autres voix. On va dire ça pue, ça sent super bon. En général, la voix hédonique, elle est pas mal activée. Ou on va dire ça sent la pomme du pommier de ma tante Léontine dans le verger, là, le coin là, à droite. Mais là, pour le coup, on ne va pas partager l'expérience. C'est comme votre gel douche. Je suis désolée, mais je ne peux pas savoir ce que vous avez dans la bouche. Surtout si c'est du gel douche. Non, excusez-moi, c'est moi. Pardon. Mais vous évoquez plutôt, vous, un objet assez personnel et vous avez plus de mal à partager cette expérience avec quelqu'un qui ne pourra pas savoir quelle odeur vous avez dans la tête, pour le coup. D'accord ? C'est plus difficile quand on passe par cette voie-là, mais n'empêche, quand on ne trouve pas, on ne trouve pas. Ben, ça s'active souvent, cette voie-là. On dit, on va utiliser des mots idiosyncrasiques. C'est pareil, c'est un gros mot scientifique qui veut dire en fait très personnel. Seul vous pouvez retrouver cet objet-là, puisque vous seul savez où il se trouve, en fait. Sauf si vous arrivez là, hop, et vous revenez, vous nous faites sentir. Mais disons que si on n'a pas l'objet en question, on est bien mal pour partager ce savoir-là ou cette odeur-là qu'on a en tête. Donc souvent, non, pas souvent, c'est pas vrai. Rarement, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on s'en rappelle en général, surtout si c'est douloureux comme événement. Les odeurs, on dit qu'elles ont un pouvoir mnémonique. Les odeurs ravivent en nous des souvenirs autobiographiques. Alors parfois, ça peut être d'une violence extrême. Pour des personnes qui ont vécu des attentats ou des situations de guerre assez émotionnellement chargées. Elle ne s'attendait pas forcément à rencontrer cette odeur-là, à ce moment-là. Et pouf, c'est le souvenir qui revient. Souvent, il est traumatique dans ce cas-là, quand c'est aussi désagréable. Et du coup, émotionnellement, c'est traumatisant pour la personne. Donc les odeurs, elles ont ce pouvoir-là. Donc il faut faire attention. On ne joue pas trop avec les odeurs, parce que parfois, on peut toucher un événement personnel qui va déstabiliser la personne. Ça m'est déjà arrivé avec une odeur de rose. C'était affreux parce que j'étais pas là pour ça. On était là pour jouer avec les enfants. Et là, pour le coup, j'ai bien vu que le blocage était lié à quelque chose de douloureux. Donc, on n'a pas insisté, évidemment. J'avais pas la forcer, cette jeune fille, mais ça peut arriver. C'est rare. Souvent, on parle des souvenirs agréables. Vous avez ça en tête, vous, hein ? Je pense, ça vous parle ? L'effet Proust. Alors souvent je dis n'oubliez pas le S, mais pardon, excusez-moi. L'effet Proust. Parce que lui était nostalgique, que dans sa recherche, il cherchait des événements personnels. Il était passionné par l'odeur du couvre-lit de Tante Amélie. Enfin, cherchez pas. Bref, il y a des passionnés, il y a des fous qui travaillent sur... Non, pardon, je travaille avec eux. Voilà, il y a des linguistes, il y a des anthropologues qui sont passionnés de cette œuvre et de ce phénomène, en fait, qu'on a appelé maintenant effet Proust. Il est l'heure. Ouais, voilà, on va terminer par là. Ce ne sera pas grave sur les liens entre langage et odeur. Je vais vous donner une explication, puis on va s'arrêter sur cette hypothèse explicative. Comment expliquer à quel point les odeurs puissent être aussi liées aux émotions, puissent raviver en nous des souvenirs aussi anciens, aussi vivaces, qu'on avait eu l'impression d'avoir oubliés à jamais. Eh bien, beaucoup de neuroscientifiques, André Hollet en fait partie, ont cette hypothèse neuroscientifique, pour le coup. Ce serait basé sur l'architecture des réseaux neuronaux. Le système olfactif est traité très très tôt au niveau cérébral. Et là, vous avez la première structure cérébrale qu'on appelle le bulbe, et puis vous avez là un seul neurone. Allez, on va parler vulgairement. Avant un traitement cognitif, cortical. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici,
une forme de représentation mémorisée va être traitée très tôt par le cerveau. Et vous avez un lien très étroit avec la structure qu'on appelle l'amygdale, qui souvent contrôle ou pas très bien les émotions négatives, notamment la peur, et l'hippocampe. Donc ce système-là, ça s'appelle le système limbique pour ceux qui connaissent bien. Donc vous avez un seul neurone, ici 2 neurones seulement, qui relient le cortex olfactif primaire au système limbique. Ensuite, chez les experts ou chez ceux qui arrivent à donner un nom, vous avez la voie thalamique qui s'active. Mais souvent, on a dit que le relais thalamique n'existait pas. En fait, il est très peu activé parce qu'on est nul pour désigner les odeurs. Chez les experts, il va être beaucoup plus activé. Cette voie-là, très cognitive pour le coup, supérieure, elle va être beaucoup plus activée chez les experts qui portent plus attention aux objets dont émane une odeur et qui arrivent à les imaginer. Donc vous avez aussi un effet d'activation frontale. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les désigner, composer des mélanges et les avoir en tête. Je vais m'arrêter là, je suis trop bavarde. On va laisser un peu de place aux questions.